avec comme finalité l'usage de la main. Le membre supérieur est donc une structure destinée à orienter la main dans un volume de travail, un espace le plus large possible. Commençons par le squelette, c'est-à-dire la structure interne, la structure passive qui constitue l'architecture solide et rigide du membre supérieur. C'est une succession de pièces osseuses spécifiques avec, là encore, une finalité, l'orientation et l'usage dans un volume le plus large possible de la main. Nous allons commencer la description par l'humérus droit. L'humérus est un os long, c'est le squelette du bras, c'est-à-dire le segment entre l'épaule et le coude. Cet humérus est ici représenté sur une vue antérieure ou vue ventrale en morphologie externe. Comme tout os long, il est segmenté en trois parties. Une épiphyse proximale ou extrémité supérieure, puis la diaphyse ou le corps de l'humérus, et enfin l'épiphyse distale ou extrémité inférieure. On utilise plus volontiers les adjectifs de proximal et distal, proximal étant la partie du squelette la plus proche de la racine du membre, et distal pour l'extrémité qui est à l'opposé, c'est-à-dire vers la main et les doigts. En effet, les adjectifs de supérieur et inférieur peuvent être utilisés, mais selon la position du membre, proximal ou distal reste toujours valable. L'épiphyse est une partie qui est soit à l'extrémité proximale ou distale et qui comprend les surfaces articulaires. La diaphyse, au contraire, est généralement dépourvue de surface articulaire. Il y a ainsi, sur tout d'abord l'épiphyse proximale, plusieurs structures, plusieurs aspérités qu'on appelle des apophyses ou processus. Ces apophyses ou processus peuvent être articulaires, recouverts de cartilage, ou au contraire non articulaires. Il y a tout d'abord la tête de l'humérus. La tête de l'humérus est une surface lisse, régulière, d'un volume d'un tiers de sphère, recouverte de cartilage sur toute sa surface. Cette tête humérale s'articule avec la scapula. Il y a ensuite les apophyses ou processus non articulaires, qui sont le tubercule mineur, c'est un petit relief sur la face ventrale de l'épiphyse proximale, et le tubercule majeur, qui lui est plus latéral et surtout plus proximal. Ce sont des sites d'insertion des muscles qui délimitent entre eux une gouttière, le sillon intertuberculaire où passera un tendon musculaire, et il y a également deux zones rétrécies, une qui est immédiatement entre la tête et l'origine des tubercules majeurs et mineurs, c'est le col anatomique de l'humérus, qui est rehaussé en jaune plus foncé, et une deuxième zone rétrécie, la jonction entre l'épiphyse proximale et la diaphyse, c'est le col chirurgical de l'humérus. Col chirurgical qui est le siège, bien sûr, plus volontiers de fracture que le col anatomique. La diaphyse ou corps est une zone plus régulière qui est schématiquement cylindrique avec tout d'abord une empreinte musculaire. Une empreinte musculaire qui est celle du muscle deltoïde, au tiers moyen sur la face latérale. C'est un muscle important de l'animation de l'épaule qui laisse une empreinte rugueuse pour son insertion distale. Immédiatement, en distalité de cette empreinte musculaire, il y a la gouttière de torsion. Gouttière de torsion qui est en fait une empreinte nerveuse. C'est le passage du nerf radial au contact de la diaphyse qui laisse cette gouttière dans l'os. Bien évidemment, le nerf radial est ici vulnérable dans les fractures de la diaphyse de l'humérus. Enfin, il y a un trou nourricier sur la face médiale
de la diaphyse, trou nourricier où passe une artère, puisque l'os est en fait un tissu très vascularisé. Nous verrons que l'os est un tissu qui se détruit et se renouvelle en permanence. La partie distale, l'épiphyse distale, est très différente. En effet, elle va prendre une forme qui s'étend dans le sens transversal. C'est une palette en quelque sorte, avec un élargissement transversal de la latéralité vers la médialité et un amincissement dans le sens ventrodorsal. Elle comprend des surfaces articulaires, ou apophyses ou processus articulaires, avec tout d'abord la trochlée de l'humérus. La trochlée de l'humérus a la forme d'une poulie avec une gouttière centrale et elle est complétée latéralement par le capitulum ou condyle de l'humérus, qui est une surface plus ou moins ovoïde. Il y a une jonction entre les deux qui se fait de façon cartilagineuse, une surface cartilagineuse sans discontinuité. Le cartilage recouvre ces deux surfaces sans discontinuité. Il y a enfin deux processus non articulaires, l'épicondyle médial ou épitrochlé, qui est un siège d'insertion musculaire, et l'épicondyle latéral, qui là aussi voit s'insérer de nombreux muscles destinés à l'avant-bras. Il y a enfin deux fossettes immédiatement en proximalité des surfaces articulaires, la fossette coronoïde au-dessus de la trochlée de l'humérus et la fossette radiale au-dessus du capitulum. Dans ces fossettes viendront se loger des reliefs osseux des os de l'avant-bras dans la flexion du coude. Voyons maintenant la structure interne, la constitution du tissu osseux et plus particulièrement de l'humérus et de la jonction avec les pièces osseuses adjacentes. On a sur ce schéma une coupe frontale de l'humérus droit, coupe frontale qui représente le segment postérieur. On a fait l'ablation du segment antérieur. Tout d'abord, l'épiphyse est constituée d'une surface corticale mince. Surface corticale mince avec comme tissu sous-jacent l'os spongieux. L'os spongieux est constitué de travées et d'aréoles qui sont des petites cavités qui contiennent de la moelle rouge, c'est-à-dire essentiellement des globules rouges, des éléments figurés du sang. Ce tissu est particulièrement adapté aux forces en compression. Forces en compression qui vont s'exercer sur toute sa surface, mais plus particulièrement sur la surface cartilagineuse, sur la tête de l'humérus. La diaphyse, quant à elle, est très différente. Elle est constituée par un os cortical épais, compact, qui entoure et qui constitue ainsi un canal médulaire qui contient de la moelle jaune. Ce canal médulaire contient de la moelle jaune chez l'adulte, c'est un tissu essentiellement graisseux, alors que chez l'enfant, il contient de la moelle rouge, là aussi, qui contient essentiellement du sang. L'os suivant est l'os le plus proximal du membre supérieur, c'est la clavicule. La clavicule est un os long, avec une forme courbe, une courbure en S, et ici sont représentées la face supérieure de la clavicule en haut, la face inférieure en bas, et deux plans de coupe. Un plan de coupe qui est sur la partie proximale de la clavicule et l'autre plus latérale. Sur la face supérieure, il y a tout d'abord une surface rugueuse dans la partie latérale qui correspond à l'insertion du muscle deltoïde. Sur le tiers médial, on a également une surface rugueuse qui cette fois-ci correspond à l'insertion du muscle grand pectoral. Cette insertion du muscle grand pectoral se retrouve également sur la face inférieure, au même tiers médial. L'épiphyse proximale s'articule avec le sternum par une articulation en selle,
donc articulation très mobile, avec une surface recouverte de cartilage. Cette clavicule a tout d'abord, en vue supérieure, une concavité dorsale pour le tiers médial, puis une concavité ventrale pour la partie qui est plus latérale. En coupe, elle est triangulaire au niveau du tiers médial, rectangulaire au niveau du tiers latéral. L'extrémité latérale s'articule avec cette fois-ci l'acromion, surface articulaire qui appartient à l'omoplate, par une surface plane qui est une arthrodie. Voici sur le schéma suivant la clavicule en place, avec la représentation uniquement squelettique sur la droite du sujet et une représentation avec les muscles en place sur la gauche du sujet. La clavicule s'articule avec le sternum, pièce osseuse médiane, et la scapula ou omoplate par l'intermédiaire de l'acromion qui appartient à cet os dans sa latéralité. C'est donc un os horizontal qui est maintenu par plusieurs muscles et animé par plusieurs muscles. Tout d'abord le trapèze pour la face dorsale de l'individu, puis le muscle deltoïde dans la partie latérale. Ce muscle deltoïde s'insère pour 1/3 sur la clavicule. Et enfin le muscle grand pectoral, qui est dans le même plan que les précédents, mais cette fois-ci plus médial, qui s'insère à la fois sur la clavicule et le sternum pour son insertion proximale. Nous verrons qu'en distalité, il s'insère sur l'humérus. La clavicule a pour fonction de latéraliser le membre supérieur. En effet, chez l'animal quadrupède, la clavicule est un os plus court et le membre antérieur de l'animal quadrupède se déplace essentiellement dans un plan sagittal, d'avant en arrière et d'arrière en avant, par exemple le cheval. Chez l'homme, la clavicule déplace le membre supérieur latéralement. Elle le déplace latéralement pour permettre de positionner la main dans un espace le plus large possible. Le deuxième os proximal est l'omoplate ou scapula. C'est un os plat, de forme losangique, qui est sur ce schéma vu de face, avec, en regard de sa surface articulaire principale, la tête de l'humérus, avec son volume d'1/3 de sphère. L'omoplate ou scapula est sur la face dorsale du thorax. C'est un os intermédiaire entre la colonne vertébrale et l'humérus. C'est un os qui est au contact du thorax et qui va permettre de stabiliser la ceinture scapulaire, de stabiliser l'ensemble clavicule et scapula. Ici, sur sa face ventrale, il y a tout d'abord la surface lisse, concave ventralement, qui est l'écaille de la scapula. L'écaille de la scapula comprend des bords, tout d'abord un bord spinal, qui est en regard de la colonne vertébrale. Ce bord spinal a deux côtés, un petit côté supérieur, un grand côté qui est plus inférieur. Il s'étend de l'angle supérieur à l'angle inférieur. Puis, nous avons le bord latéral qui comprend le pilier. En effet, ce bord latéral va s'épaissir progressivement de l'angle inférieur jusqu'à la surface articulaire. Il confère une résistance, une solidité plus importante, ceci de façon à renforcer la surface articulaire de la scapula vis-à-vis de l'humérus. Cette surface articulaire est la cavité glénoïdale. Elle est de contour ovoïde, mais de surface relativement plane, alors que la tête humérale est une portion de sphère. Sur la face dorsale, donc représentée en pointillé sur le schéma, il y a un relief, une arête, qui a une orientation de la partie médiale vers la partie latérale et qui se dirige légèrement en orientation crâniale. C'est l'épine de la scapula. L'épine de la scapula va donc séparer en deux la surface dorsale et elle va se prolonger par l'acromion, qui est une large excroissance osseuse,
acromion qui s'articule, on l'a vu, avec la clavicule. Il y a enfin une surface dépourvue de cartilage, un processus non articulaire, le processus coracoïde, qui est anguleux, avec un angle à 90 degrés, et une pointe qui se dirige latéralement et ventralement. Le schéma suivant représente les mêmes structures, la scapula et l'humérus, cette fois-ci en coupe horizontale, avec de façon très schématique la ligne médiane qui est verticale et la surface du thorax. On voit que l'écaille de la scapula épouse la convexité du thorax et que elle est principalement située sur la face dorsale, mais que la surface articulaire de la cavité glénoïdale est orientée ventralement, latéralement et crânialement, alors que la tête de l'humérus est orientée dorsalement, médialement, mais aussi crânialement. Le schéma suivant représente la scapula, cette fois-ci sur sa face dorsale. La colonne vertébrale est schématisée par le trait large vertical et sont représentés également le bord latéral du thorax ainsi que l'humérus. L'omoplate ou scapula est un os intermédiaire qui permet l'insertion de muscles insérés sur la ligne médiane, donc sur la colonne vertébrale, entre colonne vertébrale et scapula, puis entre scapula et humérus. Ceci va permettre une meilleure stabilité dans un volume d'orientation, de mobilité plus important que s'il n'y avait pas la présence de cet os. Et surtout, cette orientation va permettre une mobilité maximale de la tête de l'humérus. Il y a donc plusieurs types de muscles, à la fois en superficie et en profondeur, plusieurs plans musculaires qui s'associent les uns aux autres pour mobiliser cette partie proximale, cette racine du membre supérieur. L'angle inférieur de la scapula se projette en position de référence anatomique au niveau de la 7e côte. C'est un point de repère important en anatomie et surtout en pratique clinique. Le schéma suivant représente cette fois-ci la ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, c'est l'association de la scapula et de la clavicule. La ceinture scapulaire est ici en vue supérieure pour le membre supérieur droit. Vue supérieure, la ligne médiane étant pointillée sur la droite. La première côte est représentée en couleur gris. Et on a ensuite la clavicule et la scapula. On retrouve tout d'abord le bord spinal de la scapula, qui est le plus proche de la ligne médiane, puis l'angle supérieur. En effet, dans cette vue supérieure de la ceinture scapulaire, c'est forcément la partie qui est au-dessus de l'épine, ici, au-dessus de l'épine de la scapula qui est représentée. C'est donc la fosse supraépineuse, par opposition à la fosse infraépineuse qui est au-dessous. L'épine se prolonge par l'acromion qui fait une courbe, dirigée ventralement, avec sa surface articulaire qui s'articule avec la clavicule. À partir de la fosse supraépineuse, et en se dirigeant latéralement, on va retrouver la cavité glénoïdale avec tout d'abord une zone légèrement rétrécie avant d'atteindre le cartilage qu'on appelle le col de la scapula. C'est une zone plus fragile qui fera l'objet de lésions dans les traumatismes. Et juste en avant du col de la scapula se situe le processus coracoïde avec sa double orientation, son angulation, qui se termine par un bord mousse où s'insèrent plusieurs muscles. L'épiphyse proximale de l'humérus est en partie masquée par l'acromion et la clavicule. C'est la tête de l'humérus qui arrive au contact de la cavité glénoïdale avec les deux tubercules, tubercule majeur, tubercule mineur, et entre les deux le sillon intertuberculaire. Médialement, on retrouve la première côte, K1, le sternum, et enfin la clavicule, avec son articulation
proximale avec le sternum, une articulation en selle, et son articulation latérale ou distale avec l'acromion, qui est une arthrodie. La ceinture scapulaire, en particulier l'acromion et l'extrémité latérale de la clavicule, surplombe la tête de l'humérus et protège, entre guillemets, la tête humérale. Le schéma suivant représente le squelette de l'avant-bras. Squelette de l'avant-bras qui est constitué par deux os longs, le radius latéralement, l'ulna ou cubitus médialement. Ce sont deux os parallèles, mais qui sont inversés en ce qui concerne leur volume et leur surface articulaire. Le radius, qui est latéral, a une tête radiale qui est proximale, alors que l'ulna, qui est médial, a une tête ulnaire qui est distale. Ce sont deux os qui vont permettre les mouvements de pronation ou supination. Schématiquement, le radius tourne autour de l'ulna. Tout d'abord, l'os ulnaire ou cubitus a une épiphyse proximale volumineuse, avec une large surface cartilagineuse, l'incisure trochléaire, qui est concave ventralement et marquée par la présence d'une crête verticale qui sépare en deux l'incisure trochléaire. Cette crête verticale va venir s'articuler dans la gouttière de la trochlée de l'humérus. Il y a, à l'extrémité distale de cette crête médiane, un processus coronoïde, surface rugueuse, volumineuse, siège d'insertion musculaire multiple, et l'incisure trochléaire se poursuit sans discontinuité de cartilage sur la face latérale de cet os, face latérale où se situe l'incisure radiale, légèrement concave, c'est un petit segment de cylindre concave où vient s'articuler la tête du radius. On a ensuite une tubérosité ulnaire, juste en distalité du processus coronoïde. Tubérosité ulnaire, là aussi, s'insèrent des muscles destinés à l'animation du coude ou de l'avant-bras. La diaphyse ulnaire n'est pas véritablement rectiligne comme tout os, elle est courbe, avec une courbure cubitale ou courbure ulnaire qui est légèrement concave latéralement. Enfin, l'épiphyse distale comprend la tête ulnaire. C'est une surface de cylindre plein, de petit diamètre, cylindre plein qui s'articule avec le radius. Et la tête ulnaire, articulaire, se prolonge et comprend comme élément supplémentaire pour l'épiphyse le processus styloïde ulnaire, structure fine et pointue. Le processus styloïde ulnaire est le lieu d'insertion de tendons et de ligaments. Le radius, quant à lui, est opposé point par point avec une tête radiale qui est proximale. C'est un segment de cylindre, légèrement irrégulier, plutôt ovoïde, qui s'articule dans l'incisure radiale de l'ulna. Il y a ensuite une zone plus rétrécie, le col du radius. Le col du radius est fragile, c'est une zone de prédilection pour les fractures radiales. Puis, en position de référence anatomique, se développe la tubérosité radiale ou tubérosité bicipitale qui, dans cette position, est médiale. Cette tubérosité radiale ou bicipitale est le siège de l'insertion distale du muscle biceps, qui est l'un des principaux muscles de la flexion du coude. On a ensuite une courbure de la diaphyse radiale, plus prononcée que la courbure ulnaire, et surtout, la diaphyse va s'élargir régulièrement, progressivement, en direction distale. C'est ce qu'on appelle la courbure pronatrice du radius, courbure qui permet la rotation de l'os radial autour de l'os ulnaire. L'épiphyse distale
comprend tout d'abord le processus styloïde radial, qui est plus volumineux, plus grossier que son équivalent ulnaire. Ce processus styloïde radial est toujours plus distal que le précédent, et c'est un critère radiographique. En effet, si le processus styloïde radial est au même niveau que son équivalent ulnaire, il y a forcément une fracture, un tassement de l'extrémité distale du radius. Donc celui-ci est toujours plus distal. Il y a enfin, sur la surface distale du radius, une glène antibrachiale. C'est une zone concave dans les deux sens, sens transversal et sens ventrodorsal. Glène antibrachiale qui vient s'articuler avec les os du carpe, du poignet. Le schéma, qui est une vue en fait de la surface distale des deux os de l'avant-bras, tout à fait en bas de l'écran, montre la glène antibrachiale, mais également une partie de la tête de l'ulna et l'incisure ulnaire du radius, où vient s'articuler la tête de l'ulna. On retrouve bien sûr le processus styloïde ulnaire, et sur le schéma intermédiaire à droite comme sur le diagramme à droite, eh bien, l'aspect mécanique de la rotation du radius autour de l'ulna, qui est une rotation avec une structure grossièrement en baïonnette, qui met en jeu deux surfaces cylindriques, tant pour la tête radiale que pour la tête ulnaire. Ce sont des cylindres pleins. On regarde cylindres creux, là aussi pour l'incisure radiale et l'incisure ulnaire de chacun de ces deux os. La portion squelettique suivante, c'est le carpe. Le carpe ou les os du poignet, qui sont organisés en 3 colonnes, 2 rangées. En fait, ce sont surtout les rangées qui sont importantes, puisque les os sont solidaires entre eux pour une même rangée, la rangée proximale comme la rangée distale. Globalement, l'ensemble des os du carpe, 8 pièces osseuses, a la forme d'un demi-cercle avec la courbure qui est concave vers le haut. La première rangée comprend, de la latéralité vers la médialité, tout d'abord l'os scaphoïde. L'os scaphoïde appartient à la colonne du pouce, il s'articule avec le radius. C'est un os important. Une lésion de celui-ci peut compromettre l'ensemble fonctionnel de la main et l'usage en grande partie de la main. Le scaphoïde s'articule médialement avec le lunatum. Le lunatum, c'est l'os central de la première rangée des os du carpe qui poursuit sa constitution de la première rangée avec le trichétrum. Trichétrum qui est l'os médial, rehaussé par le pisiforme, un petit os ovoïde qui, on le verra, est inclus dans un tendon. Cette première rangée des os du carpe forme en fait une barre osseuse transversale où les os sont solidaires les uns des autres. La deuxième rangée comprend là aussi 4 pièces d'os court. Tout d'abord le trapèze, qui appartient bien sûr à la colonne du pouce, trapèze qui s'articule avec le scaphoïde en proximalité, qui est rehaussé par un tubercule, puis le trapézoïde, qui a une forme légèrement rectangulaire, puis le capitatum ou grand os, qui est la partie la plus volumineuse, la pièce la plus volumineuse de ces os du carpe, et enfin l'amatum qui a aussi un tubercule, et ces os du carpe constituent ainsi ventralement une gouttière qui est rehaussée latéralement par le scaphoïde, le trapèze, rehaussé médialement par le pisiforme et le tubercule de l'amatum. La surface distale des os du carpe est plus rectiligne, plane, et va s'articuler principalement avec les métacarpiens, depuis le pouce jusqu'au 5e métacarpien. Pour terminer, voyons le squelette de la main.
le squelette de la main qui va permettre la préhension qui peut être forte, solide, pour par exemple tenir une structure à laquelle on peut se suspendre, mais aussi préhension qui peut être fine comme un crayon ou une aiguille avec un fil. Tout d'abord, les doigts du 2e au 5e sont tous similaires. Le premier doigt est très différent, c'est le pouce, spécifique de la main humaine. Mais du 2e au 5e doigt, la constitution est identique, seules les dimensions des pièces squelettiques vont changer. Donc, 2e au 5e doigt, numéroté généralement en chiffres romains, il y a tout d'abord la portion de la paume de la main, portion qui est constituée par les métacarpiens. 4 métacarpiens, très peu mobiles, on peut dire même immobiles, en particulier vis-à-vis de la 2e rangée des os du carpe. La base des métacarpiens est une surface articulaire plane qui forme une arthrodie avec la 2e rangée des os du carpe. Puis, il y a le corps ou diaphyse du métacarpien qui se termine par la tête qui est un condyle, la tête des métacarpiens qui est un condyle qui s'articule cette fois-ci avec la base de la première phalange. Les phalanges sont au nombre de 3 pour chaque doigt. C'est la partie mobile des doigts, par opposition à la partie immobile qui est la paume de la main, avec une phalange proximale, ou P1, ou première phalange. La base est proximale, la tête est distale, la base est légèrement concave, puis se développe la diaphyse, puis la tête de la phalange, qui est une trochléarthrose, une trochlée miniature, mais avec une gouttière centrale, et cette trochléarthrose s'articule avec la base de la 2e phalange ou phalange intermédiaire. La constitution est identique, une base, une diaphyse, la tête de la 2e phalange, qui là aussi est une trochlée qui s'articule avec la base de la 3e phalange ou phalange distale. Donc phalange proximale, intermédiaire distale, ou P1, P2, P3. La colonne du pouce est très différente, d'abord par sa longueur qui est plus courte, il y a une pièce osseuse de moins, il n'y a que 2 phalanges au lieu de 3, et surtout, le métacarpien est très mobile alors que les précédents sont immobiles. Le pouce est le premier doigt, avec le premier métacarpien qui s'articule avec le trapèze, appartenant à la 2e rangée des os du carpe, par une articulation en selle. Le premier métacarpien est court, épais, solide. Sa base est une articulation en selle. Son extrémité distale est un condyle. Mais ce condyle est en fait l'équivalent d'une trochléarthrose pour la stabilité du premier doigt. Ce condyle s'articule avec une première phalange ou phalange proximale, puis une phalange distale ou P2 qui s'articule avec la phalange proximale par une trochléarthrose. Surtout, ce premier doigt, le pouce, est en situation de 3/4 ventrale par rapport aux 4 derniers doigts, ce qui est spécifique de la main humaine contrairement aux autres primates. Et les articulations entre les os de la main sont les articulations métacarpophalangiennes tout d'abord, articulation métacarpophalangienne ou MCP, puis entre phalange proximale et phalange intermédiaire, les articulations interphalangiennes proximales ou IPP, et enfin entre P2 et P3, phalange intermédiaire et phalange distale, sont les articulations interphalangiennes distales ou IPD. Ce squelette est bien sûr fragile, plus que celui qui est proximal, il est très mobile, très précis dans ses mouvements, avec bien sûr l'animation par les muscles et leurs tendons, mais bien sûr aussi une commande par le système nerveux central.